Bonjour à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Un atelier de revue annuelle conjointe de la première année du plan d'action 2017-2019 a eu lieu donc ce week-end. Et l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée à 24 ans de prison pour corruption. Bonjour à tous et on commence donc par ce déjeuner en l'honneur des femmes parlementaires. La première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Hed, a offert hier au palais présidentiel un déjeuner en l'honneur des nouvelles femmes parlementaires. Au cours d'une allocution faite à cette occasion, la première dame et présidente de l'UNFD a félicité les nouvelles parlementaires djiboutiennes et a eu une pensée amicale sympathique et fraternelle à celles qui viennent de finir leur mandat à l'Assemblée nationale. Madame Khadra Mahmoud Hed a ensuite profité de cette tribune pour faire part de son enthousiasme lié à l'augmentation du nombre de sièges attribués aux femmes djiboutiennes au sein de l'hémicycle national. À ce propos, elle a aussi loué donc le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour avoir été donc à l'origine de la réforme qui a permis l'augmentation donc du nombre de femmes à l'hémicycle national et n'a pas donc du moins rendu hommage à nos concitoyennes pour les résultats sans cette performance qui les caractérise dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la première dame a indiqué que cette hargne d'aller toujours de l'avant qui caractérise nos femmes et qui est indéniablement aussi à l'origine de leur accès de plus en plus important dans la sphère dimensionnelle de notre pays. On écoute la première dame. Mesdames les députés, chers convives, c'est pour moi un plaisir ineffable de vous recevoir aujourd'hui autour de ce déjeuner. Je voulais profiter de cette occasion conviviale pour vous adresser mes chaleureuses félicitations pour le succès rencontré lors des dernières élections législatives. Je tenais personnellement à remercier toutes celles qui ont contribué à cette brillante victoire et féliciter tout particulièrement les femmes parlementaires qui viennent de faire leur entrée à l'Assemblée nationale
et qui voient leur représentativité augmenter. Je tenais également à remercier les femmes députées sortantes qui ont grandement contribué à l'avancement de la cause des femmes à Djibouti. Je tiens à leur dire que leur travail est loin d'être terminé et que le pays a encore besoin de leur contribution. Il y a lieu de le souligner, l'introduction de cette mesure qui ramène la part de sièges revenant aux femmes à 25% est une avancée importante qui ouvre la voie vers la parité absolue et pourquoi pas, dans un proche avenir, vers la majorité. Ce qui serait synonyme d'une normalisation de la présence féminine au sein d'une représentation nationale et dans la sphère publique. Pour cela, il faut rendre hommage à un homme, à l'artisan, à l'allié de toujours, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a milité à nos côtés afin que la femme djiboutienne prenne sa place pleine et entière dans notre société. En cherchant à faire valoir les droits des femmes, partout dans tous les domaines, c'est l'ensemble des droits humains qui ont avancé dans notre pays. Nous le voyons ces dernières années. Sur le plan social, cela s'est transcrit dans la mise en place d'une politique volontariste qui met l'accent sur l'accès aux services sociaux de base et favorisant la famille. Sur le plan économique, ce sont les forces économiques de notre pays qui se retrouvent déculpées grâce à l'avènement d'une génération de femmes d'affaires et de pouvoir qui assument pleinement leur rôle productif dans la société. Que dire sur le plan politique? Là aussi, les études ont montré que les inégalités sont plus faibles dans les pays où les femmes sont engagées à la vie publique. Et dans un second volet, Mme Khadra Mahmoud Hayed a dévolu un encouragement à nos nouvelles parlementaires. Réécoutons ensemble la Première Dame. Mesdames les députés, la question que les femmes ont tendance à défendre et à prioriser ont des répercussions sociétales plus larges sur la vie familiale, la santé et l'éducation, favorisant ainsi une grande confiance dans les institutions et produisant des résultats plus démocratiques. Votre élection, ainsi que celle qui a porté une femme comme édile de notre chère capitale, en sont la preuve. La preuve de la confiance et du crédit que les Djiboutiens donnent à la femme djiboutienne en sa capacité et son aptitude à gérer dignement et avec responsabilité la chose publique. Mais encore, cela traduit de la part de nos concitoyens qu'en matière de politique sociale, il reste des choses à faire, des choses auxquelles nous, femmes, sommes plus sensibles. Cette responsabilité, celle de traduire en actes les attentes de vos concitoyens hommes et femmes, elle vous échoit en tant que législatrice. Je vous demanderai de l'incarner au mieux en votre âme et conscience. Je vous exhorte à rester à l'avant-garde du progrès en faisant bon usage de cet outil puissant, l'outil législatif, qui vous a été confié
par le peuple souverain. En effet, vous êtes avant tout au service de ce peuple qui nous a fait confiance et qui a plébiscité notre union. Vous devez donc être à son écoute, répondre à ses attentes, tout en gardant à l'esprit le sens et les valeurs de notre union, qui sont l'unité nationale, l'égalité, la solidarité et toujours le progrès. Mesdames, il y a un proverbe qui dit « Le travail d'une femme vaut mieux que le discours de 100 hommes ». Oui, il vous appartient à vous désormais de vous ceindre la taille pour porter haut les aspirations de notre peuple tout entier, hommes, femmes, enfants, personnes vulnérables, en mettant à leur service tout l'arsenal législatif dont vous disposez. Je vous remercie. Et justement, donc, dans notre dossier de ce 15h, nous allons donc revenir sur l'évolution de l'intégration de la femme djiboutienne, et ce, depuis l'accession à notre souveraineté nationale. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. La femme djiboutienne dans l'histoire de notre pays figure en bonne place, notamment dans la lutte pour l'indépendance, où elle avait été au premier rang du militantisme actif pro-indépendantiste. Après l'accession du pays à l'indépendance, toutefois, les priorités étaient ailleurs pour le père de la nation, Al-Hadj Hassan Gouled Abtidon, paix à son âme. Il s'agissait avant tout pour lui de consolider l'unité nationale afin d'assurer un avenir durable à la nation naissante, raison pour lesquelles l'émancipation et l'intégration de la femme devront attendre. Il n'empêche que la première First Lady, Aïcha Bororé, paix à son âme, a créé l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui a pour symbole une mère combattante. C'est ainsi que l'UNFD sera le porte-voix d'un véritable mouvement pour la défense de la cause féminine. Une cause féminine qui va réellement prendre forme avec l'arrivée du président Ismaël Omar Guelleh à la magistrature suprême en 1999. Contenu dans son projet de société, la politique d'intégration de la femme sera au centre de ses priorités. Il s'agit là d'un chantier titanesque de par sa dimension sociétale. En effet, le plus difficile pour un dirigeant, quel que soit le pays, ce n'est de pouvoir réussir à faire décoller une économie ou bâtir un système éducatif ou de santé viable, ou encore de doter son pays de grandes infrastructures, mais surtout de faire évoluer les mentalités, de briser des tabous et des concepts d'une société très conservatrice ou des croyances non fondées sur le plan de la religion. Les exemples sont légion. On sait également, et toutes les études des institutions onusiennes l'attestent, ces mots constituent le plus souvent des cas des véritables chaînes qui handicapent une société et la condamnent au sous-développement. Ainsi, la politique d'intégration de la femme menée par le président de la République consiste à briser ces chaînes et de soigner le mal à la racine. Il s'agit d'une panoplie de mesures mises en œuvre depuis 1999, allant de l'arrêt des mutilations génitales chez les jeunes filles, source souvent de traumatisme, mais aussi de difficultés sanitaires en tout genre, durant toute leur vie de futures femmes, jusqu'à la scolarisation obligatoire des petites filles à parité égale avec les garçons. Deux mesures phares qui, à elles seules, assurent un avenir meilleur à la femme djiboutienne et à la nation tout entière, dans la mesure où elles allègent le lourd fardeau inutile supporté à vie en soins post-mutilation par la santé publique et bien sûr, plus de 50% de la population qui sort de l'analphabétisme devient éduquée et active et partant de là, productive. Pour cela, il a été créé le ministère de la Femme et de la Famille, avec pour mission de mettre en œuvre cette politique. Bien sûr, à cela s'ajoute la mise en place du Code de la famille, véritable bouclier de protection des femmes ayant à charge des enfants, la mise en place de caisses d'épargne, pour n'en citer que celle-là. Dans cette politique, le président de la République sera appuyé par la première dame du pays et avec elle l'UNFD, dont le témoin lui a été transmis par feu Aïcha Bororé. En prenant la présidence de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd s'engage à porter le flambeau de la défense de la cause féminine encore plus haut. Dès lors, la First Lady sera sur tous les fronts pour défendre cette cause. La présidente de l'UNFD accompagnera ainsi le chantier de réforme lancé par le président de la République. Les efforts de cette politique sont payants.
La femme djiboutienne relève la tête. Les institutions, comme l'armée, la gendarmerie ou la police, marquent un point d'honneur à recruter des jeunes filles. Ainsi, les femmes en uniforme sont désormais visibles et signe des temps nouveaux, les femmes officiers et les cadres de la haute administration font leur apparition. Un changement de mentalité s'opère au sein de notre société. En effet, quelques années après le lancement de cette politique, les résultats sont là. Les femmes occupent un quart des sièges de l'Assemblée nationale, 3 sièges au gouvernement, elles sont maires de la ville de Djibouti, directrices, officiers et hauts cadres. La First Lady a marqué un point d'honneur en les invitant à déjeuner aujourd'hui au palais présidentiel, ce qui signifie toute la place qu'accorde le chef de l'État à la femme djiboutienne. Question cette fois avec cette réunion des experts qui a lieu donc hier au Sunny Hotel d'Arta, un atelier sur la revue annuelle conjointe de la première année du plan d'action de l'éducation 2017-2019. Cette réunion, donc, sous la houlette du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a vu la participation des différents représentants des institutions mondiales et partenaires du ministère de l'Éducation, des experts, des inspecteurs du domaine éducatif, des représentants de la société civile ainsi que des associations, des parents d'élèves ont également pris part à cette importante rencontre relative au plan d'action d'éducation 2017-2019. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a ouvert les travaux de cet atelier par un mot de bienvenue. Donc, ce prélude a servi d'entrée en matière pour les cadres du MENFOP qui ont préparé et élaboré avec les experts, les techniciens et partenaires des documents du plan d'action 2017-2019. Et après la réunion des experts, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé hier en fin de matinée la cérémonie de clôture de l'atelier sur la revue conjointe de la première année du plan d'action de l'éducation 2017-2019. Dans son discours prononcé à cette occasion, Moustapha Mohamed Mahmoud a rappelé que la revue conjointe représente un moment de pause permettant au MENFOP d'évaluer les actions menées jusque-là, de mesurer les objectifs fixés pour l'année 2017. Donc il a rappelé en outre que la revue permettrait de formuler des recommandations en vue de réguler, d'ajuster les activités de nouvelles et de prévoir son extension. Il a également exhorté tous les cadres du MENFOP à œuvrer sans relâche pour la mise en œuvre du plan d'action de l'éducation 2017-2019. Rappelons que ce plan d'une centaine de pages où sont déclinés succinctement le processus d'élaboration de ce plan, à savoir la revue conjointe 2014-2017, puis le colloque sur la qualité des enseignements d'apprentissage qui ont abouti à la conception et à la rédaction de ce premier plan d'action de l'éducation de l'année 2017 à 2019. Je voudrais ici en profiter pour saluer l'engagement politique du ministère de l'Éducation, assurer que tous les enfants en âge scolaire, quel que soit leur sexe, leur lieu d'origine et de vie, du contexte socio-économique ou des circonstances, aient accès à une éducation gratuite, obligatoire et de qualité.
J'en profite pour réitérer l'engagement des partenaires locaux de l'éducation et celui de l'UNICEF dans l'atteinte des objectifs que le gouvernement de Djibouti, à travers vous, Excellence Monsieur le Ministre, les objectifs que le gouvernement de Djibouti s'est fixés. Et une fois de plus, mes sincères félicitations et appréciations pour les progrès réalisés dans le domaine, Excellence Monsieur le Ministre, sous votre leadership. Pour chaque enfant vivant sur le territoire de Djibouti, une éducation de qualité. Plus ample explication sur ce plan d'action 2017-2019 de l'éducation, écoutons le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud. Vous avez travaillé dans ce magnifique Sand Hill Center qui constitue, et c'est une fierté, un centre de référence national pour le métier du tourisme et de l'hôtellerie. La revue conjointe est donc une occasion pour mesurer le niveau d'atteinte des objectifs fixés pour l'année 2017. Elle doit nous aider à identifier les facteurs favorables et les obstacles à la mise en œuvre des activités retenues dans le PAE 2017-2019 pour les 3 ordres d'enseignement: enseignement de base, enseignement moyen et secondaire et enseignement technique et la formation professionnelle, et bien sûr la gestion sectorielle. Elle nous permet aussi de formuler les recommandations en vue de réguler, d'ajuster et d'ajouter des activités nouvelles dans les PAE 2017-2019 et donc, Inch'Allah, de prévoir son extension. La qualité de vos travaux montre aussi que les échanges ont été fructueux dans les ateliers. Je voudrais ainsi remercier solennellement tous les participants pour leur réflexion, leurs propositions et leur contribution à la réussite de cette revue conjointe du PAE 2017-2019. Naturellement, j'adresse une mention spéciale des remerciements aux représentants du PME et de l'UNICEF. Je tiens également à féliciter les responsables de la Direction générale de l'administration. Je vous témoigne donc mes satisfactions pour avoir centré notre PAE 2017-2019 sur la gestion axée sur le résultat. Je sais que votre engagement sera un facteur de réussite pour ce nouveau projet d'une école inclusive de qualité pour tous qui marquera, Inch'Allah, pour longtemps, je l'espère, l'histoire de l'éducation nationale. Il est l'heure de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve tout juste après. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr. On continue toujours avec les nouvelles nationales dans le cadre de la coopération entre la République de Djibouti et l'Union européenne. Le colonel Waïs Amar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a accueilli à la direction générale de la garde-côte Sissi à l'escale une délégation conduite par les contre-amiraux espagnols et italiens des opérations Atlanta. Après une brève présentation des différentes missions et les installations de la garde-côte à la délégation, le colonel Waïs Amar Boghoré a tenu à rendre hommage à l'excellence des coopérations et de coordination entre les deux institutions de leur garde-côte. Des deux contre-amiraux ont apprécié le travail louable de la garde-côte djiboutienne et les résultats remarquables de ces missions ont donc souligné que la garde-côte djiboutienne est une institution importante dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime dans le détroit de Bab el-Mandab. La visite de travail à la garde-côte s'est achevée par une présentation à la délégation des différents types de patrouilleurs de l'institution par le colonel Waïs Amar Boghoré. Et à Tadjoura, cette fois, c'est le retour de la pluie dans certaines régions de notre pays au grand bénéfice de la population nomade de leur bétail. Et pour la reprise des activités touristiques dans la région hier, comme vous le voyez sur ces images, des pluies saisonnières avant la période des grandes chaleurs a fait son apparition sur une grande partie du littoral dans la préfecture de Tadjoura, surtout dans le secteur de Goda. L'alimentation du bétail sera disponible, évitant ainsi que les moments aux nomades de l'entrager pour la transhumance qui nécessite le déplacement avec le bétail. Les oueds sur le littoral d'Assa Ali, Hankata, Aiboli, Toya, Magalé étaient tous en crue, causant quelques désagréments aux usagers de la route de Tadjoura. Surtout le passage a été difficile pour les voitures à proximité du Pécanaf. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. On commence par la Tunisie. Avec nous pour nous en parler, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Foldous. L'organisation de la coopération pour le développement économique a exhorté la Tunisie à améliorer son climat des affaires. Effectivement, Foldous, elle cible notamment la réduction des formalités et administratives pour attirer davantage d'investissements et stimuler ainsi la croissance économique. Dans sa première étude économique sur la Tunisie, l'OCDE a noté que malgré les progrès réalisés sur divers fronts, la réglementation, la bureaucratie et le manque de services logistiques entrave les investissements du secteur privé. La Tunisie a entrepris des réformes économiques convenues avec des fonds monétaires internationaux, autrement dit le FMI, pour obtenir des prêts afin de réduire son déficit budgétaire et de redresser son économie. Et au Soudan, ce matin, parlons de football. Selma Al-Majidi, première femme coach, rappelons-le, d'un club masculin.
Effectivement, Ferdous, à 27 ans, elle représente par la FIFA, la Fédération internationale de football, comme la première femme arabe et soudanaise à prendre en charge une équipe d'hommes dans le monde arabe où ce sport est omniprésent. Fille d'un policier à la retraite, elle avait 16 ans quand elle est tombée amoureuse du foot. Elle se rendait souvent à l'entraînement, Ferdous, et à l'équipe de son plus jeune frère à l'école, et était captive par l'instruction du coach et par chacun de ses gestes, même la façon dont il disposait l'exploitif d'elle. Peu après, la jeune femme s'occupait des équipes de moins de 13 ans et de moins de 16 ans du club Al-Hilal de Omdurman, ville jumelle de Khartoum. Avec le temps, les doutes sur ses capacités sont dissipés, souligne même de Majida, d'une voix douce mais confiante. Entraîneuse de football à plein temps, rémunérée comme le serait comme un homme, désignée dans la liste de 100 femmes qui inspire la BBC en 2015. Elle a déjà entraîné les clubs masculins de la deuxième ligue Al-Nasr, Al-Hada, Al-Hilal, Al-Moudra. Et nous l'annoncions donc en début de journal, l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye, donc condamnée à 24 ans de prison pour corruption. Effectivement, Ferdous, l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été jugée coupable d'abus de pouvoir, de corruption et de coercition par un tribunal de Séoul dans le procès du retentissant scandale de l'origine de sa destitution. Première femme élue présidente en Corée du Sud, Madame Park a été destituée et arrêtée en mars 2007 pour toute une série de soupçons de corruption et d'abus de pouvoir qui ont de nouveau illustré les liens malsains entre le pouvoir public et politique des grands conglomérats. La chute de la présidente conservatrice consécutive des manifestations monstres de tous les pays a permis à l'alternance et l'élection de Moon Jae-in, centre-gauche, qui a contribué au spectaculaire rapprochement actuel en cours entre les deux Corées. Et donc le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, empêtré dans un scandale retentissant donc sur les données personnelles. Effectivement, Ferdous, le mea culpa de Facebook. Le patron de Facebook empêtre dans un scandale retentissant sur des données personnelles. Des utilisateurs admet avoir commis une énorme erreur et affirme que le site a pris conscience à ses responsabilités et agit pour protéger ses usagers. Mark Zuckerberg a promis d'aller s'expliquer en personne le 11 avril devant les parlementaires américains très remontés contre le groupe. Facebook estime que 87 millions d'utilisateurs du réseau social ont vu leurs données personnelles récupérées à leur insu par Cambridge Analytica. Un chiffre réfuté par la firme britannique qui indique n'avoir reçu les données que de 30 millions de personnes. Et cette polémique en France s'amatera sur le projet de loi sur l'asile et l'immigration. Effectivement, Ferdous, Gérard Collomb a présenté son projet de loi Asile-Immigration mardi en commission d'assemblée. Malgré ses propos, il a laissé entendre qu'un assouplissement de la durée maximale de la rétention administrative était envisageable. C'est l'un des aspects les plus polémiques du projet que l'ONG CIMAD dénonce dans son ensemble avant son examen par l'Assemblée nationale dans 10 jours. Les salariés de CIMAD intervenant au centre de rétention sont en grève pour protester contre la loi. Le rassemblement d'hier avait eu lieu à quelques mètres de l'un des 3 campements des migrants encore présents à Paris. 100 000 personnes ont demandé l'asile en France l'an dernier, en Allemagne et en Italie. C'est plutôt le double selon l'association France Terre d'Asile. La France est en 17% de position, elle est 7e position en Europe. Et les arrivées des migrants illégaux par la mer en baisse de 63% entre 2016 et 2017 dans l'Union européenne. Merci Samatar pour ces éclaircissements. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.